Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. L'opposition nigérienne en ordre de bataille pour les prochaines élections. Une opposition rassemblée au sein de la CAP 2021. Une nouvelle alliance politique qui entend s'imposer face aux partis au pouvoir. La Centrafrique dans l'attente des élections législatives et présidentielles prévues le 27 décembre 2020. Déjà, plusieurs candidats déclarés pour le scrutin présidentiel qui cristallise le débat. Pour en parler, nous recevrons dans ce journal Jean Symphorien Mapenzi, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et mise en place d'une commission alliant la FIFA et la CAF, la Confédération africaine de football. Son objectif, entendre les acteurs des élections de la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Dans la perspective des prochaines élections, dont le très attendu scrutin présidentiel, l'opposition nigérienne a lancé une nouvelle formation. Son nom, la Coalition pour une alternance démocratique 2020-2021. Elle rassemble pas moins de 18 partis politiques au sein de cette alliance électorale qui a comme principale mission de l'emporter face au PNDS. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Au Niger, 18 formations politiques viennent de mettre en place une nouvelle coalition. Dénommée Coalition pour une alternance démocratique CAP 2021, elle est composée pour l'essentiel de partis membres des différents fronts de l'opposition politique et a pour objectif de faire barrage aux candidats du parti au pouvoir. Ces partis politiques prévoit d'appeler à voter pour celui d'entre eux qui serait le mieux placé en cas de second tour et de se soutenir lors des différents scrutins. Nous avons compris au niveau de l'opposition que nous devons nous unir pour affronter les élections à venir. Nous avons déjà un contexte électoral particulièrement mauvais, sans dialogue, avec la volonté de fraude qui est caractérisée. Ensuite, nous avons un parti au pouvoir qui utilise les moyens de l'État pour créer les conditions les plus favorables à son maintien. Donc nous avons réussi ici un objectif politique particulièrement important qui est capable de nous conduire à une alternance, Inch'Allah, dans notre pays. Le Niger s'apprête à organiser de nouvelles élections dans moins de 4 mois. Selon le calendrier de la commission électorale, les municipales auront lieu le 13 décembre 2020, suivi des législatives et du premier tour de la présidentielle le 27 décembre. L'opposition qui continue toujours de boycotter la CENI compte lancer dans les prochains jours une mobilisation générale pour inverser le rapport de force avec le pouvoir. C'est une alliance pour se battre contre des élections tronquées, contre le hold-up électoral. Et c'est une coalition au sein de laquelle nous appelons l'ensemble des Nigériens. C'est vraiment une unité d'action pour des élections propres au Niger. Arrivé au terme de son second et dernier mandat constitutionnel, l'actuel président Issoufou Mahamadou ne se représentera pas pour un troisième mandat. Son parti, le PNDS-Tareya, a désigné l'ancien ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, comme candidat. Une quinzaine d'autres partis politiques ont investi leurs candidats à la prochaine présidentielle. À Madagascar, des parlementaires fustigent la décision visant à réduire le nombre de sénateurs qui passe de 63 à 18. Une trentaine de sénateurs et de députés se sont alors alliés dans l'objectif de dénoncer l'adoption de ce projet de loi qui réduit la marge de manœuvre de la Chambre haute qui demeure majoritairement dominée par le parti de l'ancien président Radionarimampian. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. À Madagascar, une trentaine de sénateurs et de députés dénoncent l'adoption d'une ordonnance à l'Assemblée nationale visant la réduction du nombre de sénateurs de 63 à 18. La mesure est une alternative à la suppression du Sénat, promesse de campagne du président André Rajoelina. En 2019, le chef de l'État malgache planifiait d'organiser un référendum en vue de supprimer la Chambre haute, jugée budgétivore. Le référendum n'a pas eu lieu, faute d'un avis favorable de la Haute Cour constitutionnelle. Je trouve que les raisons évoquées par le chef de l'État ne tiennent pas la route. Si nous allons dans ce sens, alors mettons tout le monde sur un indicateur de performance par rapport à l'argent dépensé. Je pense que pas mal de ministères seraient fermés par rapport à ça.
Pour Ivo Rakotovao, par ailleurs président du parti de l'ancien président malgache, les raisons évoquées par le chef de l'État sont donc insuffisantes. Il dénonce même un prétexte pour s'attaquer à l'institution qu'il préside. Selon lui, cette réduction à 18 sénateurs est un risque. Elle compromet forcément la représentativité des 22 régions que compte Madagascar. Il a réduit le nombre des sénateurs, mais pas par contre le nombre de députés. Le nombre des députés, c'est 151. La promesse du président, quand il était candidat, de supprimer le Sénat était très bien claire. Mais par contre, il savait qu'au départ, il est très minoritaire au Sénat jusqu'en 2021, donc 2 ans de pouvoir, avec un Sénat qui n'est pas dans son giron. Et puis après, l'argument de dépense de ressources inutiles, je pense que c'est un argument politique seulement pour essayer de réduire l'influence du Sénat par rapport à l'Assemblée nationale. Pour trouver un consensus, une commission mixte paritaire composée de sénateurs et de députés avait déjà été mise en place la fin août. Suite à l'échec de la commission, le Premier ministre malgache Christian Ntse a convoqué l'Assemblée nationale pour une dernière relecture du projet de loi. En Centrafrique, la décision visant à augmenter les prix des cartes d'identité faisait polémique depuis plusieurs mois, depuis l'annonce d'un arrêté interministériel qui amende le prix de différents types de documents d'identité. Et bien finalement, la Cour administrative de Bangui a décidé de revenir sur cette décision en suspendant l'arrêté ministériel très controversé car la carte nationale d'identité passait de 4 000 à plus de 6 000 francs CFA. Une décision prise à quelques mois des élections et de ces élections. On va en parler avec notre invité ce soir, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur Jean Symphorien Mapanzi. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour participer et pour évoquer la question des élections en Centrafrique. Alors vous avez récemment déclaré œuvrer auprès du gouvernement pour, je vous cite, que les élections se tiennent dans les délais. Alors où en êtes-vous dans vos démarches par rapport à ces élections qui devraient se tenir le 27 décembre 2020? Sont-elles possibles compte tenu de la situation actuelle tant au niveau sanitaire qu'au niveau politique, ou alors la Centrafrique se dirige finalement vers un glissement du calendrier électoral? Je vous remercie de votre invitation. Je pense que nous, au niveau de la majorité, nous avons voulu que ces élections se tiennent à bonne date. Et d'ailleurs, il vous souviendra qu'au mois de mai dernier, il y a eu une initiative parlementaire conduite par les parlementaires de la majorité visant à modifier la Constitution pour permettre, évidemment à cause du coronavirus, de la Covid et de toute la problématique sécurité qui est en Centrafrique, de nous permettre d'aller aux élections de manière libre, transparente, crédible et une élection acceptée par tous. Malheureusement, ça a soulevé un tollé à l'époque. Nous avons été incompris parce que les gens avaient pensé que nous voulions prolonger le bail du président de la République et de nous les députés, ce qui en réalité n'en était rien. Nous, c'était par souci d'aller vers les élections apaisées. Maintenant, la Cour a rendu un avis le 5 juin qui disait non à cette révision constitutionnelle, mais la Cour a dit également qu'en cas de glissement, il faudrait qu'il y ait concertation. Donc, pour revenir aux élections, la République centrafricaine, notre pays, a fait le choix de confier l'organisation des élections à une entité autonome, l'Autorité nationale des élections, qui libre de toute pression politique et tout ça. Donc, cette ANE, cette autorité, est indépendante. Elle nous dit qu'elle va tenir la date du 27 décembre. Et d'ailleurs, je vous rappelle que hier, il y a eu une réunion du comité stratégique présidé par le Premier ministre avec tous les partenaires nationaux et internationaux, les partis politiques, tant de l'opposition que de la majorité. Et cette réunion a demandé à l'Autorité nationale des élections et la Cour constitutionnelle, qui doivent se réunir mardi prochain, pour dire si, oui ou non, les élections vont se tenir le 27 décembre. Mais alors, est-ce que vous y croyez véritablement, et comment expliquer que l'organe en charge des élections continue
en même temps d'indiquer que les élections vont se tenir le 27 décembre 2020. Et de l'autre côté, on a quand même un certain retard au niveau de l'enrôlement des populations, que ce soit à l'intérieur du pays qu'au niveau de la diaspora. En fait, l'autorité nationale des élections nous répond que cette date peut être tenue, pour elle, l'autorité nationale des élections, que la date du 27 va être tenue. Mais l'opposition dit non, la date ne peut pas être tenue. Nous regardons parce qu'à un moment donné, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons voulu recadrer les choses, mais dans un cadre institutionnel bien déterminé, lors de la révision d'une constitution qui a été rejetée. Nous attendons. En tout cas, du côté du pouvoir et du mouvement Cœur Uni et ses alliés, dans la plateforme Béocor, nous sommes prêts à aller aux élections. Donc vous vous préparez pour le 27 décembre 2020. Et que va-t-il se passer pour vous si jamais l'élection est repoussée? Si l'élection est repoussée, on s'en tiendra. Nous, en tant que républicains, on va se plier à la décision de l'autorité nationale des élections. Mais qu'en cas de glissement, il va y avoir une concertation pour voir la suite. Vous savez, ce glissement, est-ce que ce glissement va entraîner, oui ou non, le dépassement du mandat présidentiel? Qui doit s'arrêter le 3 mai 2021, normalement. Le 30 mars 2021. 30 mars 2021, ouais. Effectivement, et ceux des députés le 3 mai 2021, puisque alors il y a les élections à la fois législatives et l'élection présidentielle. Non, le mandat du président de la République doit s'arrêter le 30 mars 2021, mais pour les députés, c'est le 3 mai, parce que nous sommes entrés en fonction. Le 3 mai, oui. Vous savez, les élections législatives avec plusieurs tours et années. Alors, le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, est en fonction depuis 2016, à quelques mois d'une élection présidentielle, il faut bien le dire, à haut risque compte tenu de la situation que l'on observe ici et là en Centrafrique. Malgré l'accord signé en février 2019, la Centrafrique est en effet toujours en proie aux milices et le gouvernement ne contrôle qu'une infime partie du territoire. Quel regard portez-vous sur le bilan du président sortant? Non, je vais vous dire que la situation est bien meilleure qu'en 2015-2016. Sauf que en 2015-2016, les dirigeants de la transition de l'époque n'étaient pas autorisés à se présenter aux élections, ni présidentielles ni législatives. Et donc, tous les hommes politiques, toute la classe politique pensaient que chacun, en ce qui le concerne, pensait que son heure était venue. Et donc, les gens sont allés aux élections. Je peux vous assurer, et assurer à tous les téléspectateurs d'Africa 24, que la situation dans mon pays, dans notre pays, est bien meilleure qu'en 2015-2016. Alors, qu'est-ce qui s'est amélioré concrètement pour vous au niveau de la sécurité et qui peut permettre finalement aux Centrafricains d'aller voter ou non de manière paisible, vous savez, les groupes armés sont sur le territoire. Nous faisons face à ces groupes armés depuis plus de 15 ans. Ce n'est pas une nouveauté. Nous sommes allés aux élections en 2015 avec ces groupes armés présents sur le territoire. On ne voit pas comment, aujourd'hui, les gens prennent pour prétexte la présence de ces groupes armés pour dire qu'il ne faut pas aller aux élections. Non, nous devions aller aux élections. La situation a bien changé. Vous savez, moi, j'ai fait le tour dans certaines régions du Nord et tout. Aujourd'hui, l'administration existe sur toute l'étendue du territoire. Alors, il y a quand même énormément de Centrafricains qui déplorent la situation sécuritaire au niveau de l'ensemble du territoire et qui disent même qu'ils ont peur d'aller voter si jamais les élections se déroulent le 27 décembre. Je vous le dis et je vous répète que la situation est bien meilleure qu'en 2015-2016. Ceux qui disent, ce sont ceux qui ne connaissent pas les réalités. Vous savez, aujourd'hui, il y a les préfets sur toute l'étendue du territoire. L'administration est présente. Moi, nous contestons, le fait que les gens disent qu'il y a 80% ou 85% du territoire qui est occupé par les groupes armés. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Alors, pour vous, quel serait le pourcentage, justement? Mais je vous dis, si on prend en compte la présence, il y a une différence entre la présence des groupes armés et le contrôle du territoire par les groupes armés. Je vous dis que dans toute l'étendue, nous avons 16 préfectures, et il y a les 16 préfets dans la République centrafricaine. Donc l'administration est présente partout, ce qui n'était pas en 2015. Aujourd'hui, vous avez l'armée, les FACA, ils sont à Bambari, ils sont à Bangassou, bref, ils occupent le territoire. Donc la situation n'est plus la même. Je pense que les gens, pour l'opposition, ils craignent une réélection du président Touadéra. Vous savez, ils se sont réunis partout, comme au Niger, au sein de la coalition de l'opposition démocratique 2020.
Et aujourd'hui, tout le monde ne veut pas que le président Touadéra soit réélu. Mais pourtant, la situation est bien au contraire sur le terrain. Alors il y a déjà quelques candidatures déclarées, l'ex-chef d'État François Bozizé, mais aussi l'ancienne présidente de la transition Catherine Samba Panza. Et alors toujours rien d'officiel du côté de la présidence, mais vous, comment vous vous positionnez par rapport à une candidature du président sortant Faustin Archange Touadéra? Vous savez, nous sommes au pouvoir. Le président est occupé à gérer les affaires de l'État. Nous ne sommes pas pressés de désigner notre candidat, même si cela ne fait l'ombre d'aucun doute, c'est un secret de polichinelle. Mais aujourd'hui, le président Touadéra s'occupe à gérer les affaires de l'État. Et nous allons organiser notre congrès le plus tard possible. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est prévu pour la fin du mois de septembre. Et c'est là où tous les militants et les adhérents et la plateforme BEOCO qui veulent, avec le MCU, créer une plateforme politique, va désigner notre candidat. Tout du moins l'officialiser. Merci beaucoup Jean Symphorien Mapenzi, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la Centrafrique. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie et remercie également Africa 24. Merci beaucoup. Afin d'atténuer l'impact de la pandémie de coronavirus sur la filière café en Afrique, filière déjà extrêmement fragilisée par la baisse des cours mondiaux, eh bien l'Organisation interafricaine du café, mais aussi l'Organisation internationale du café et le Centre pour l'agriculture et la bioscience internationale lance un plan de secours. Les précisions d'Amenedji. En Afrique, la filière café n'est pas un reste des nombreux autres secteurs impactés par la crise sanitaire du Covid-19. Afin de la relancer, l'Organisation interafricaine du café et le Centre pour l'agriculture et les biosciences internationales mettent en place un programme d'intervention d'urgence pour soutenir le secteur qui devrait enregistrer des pertes d'exportation évaluées entre 100 et 200 millions de dollars. Dans l'immédiat, le programme se concentrera sur la construction d'un système permettant aux petits producteurs de café de gagner leur vie en incorporant systématiquement des cultures nutritives de grande valeur qui fournissent un revenu en dehors de la saison du café. 12 millions d'euros injectés pour 11 pays concernés, un programme qui s'avère indispensable au regard des nombreuses répercussions, notamment sur l'emploi. 6,6 millions de personnes dans le secteur café, en particulier dans la région de l'Afrique de l'Est, pourraient se retrouver au chômage. Les pays peuvent créer un marché de traçabilité du café qui va certainement hiérarchiser le café au niveau des marchés et permettre aux producteurs et aux pays d'avoir une classification partagée du café. Pas seulement la classification internationale, mais des pays devraient avoir des classifications nationales, beaucoup plus par bassin de production et par terroir. Et en mettant des labels, en mettant un excellent branding, je pense que le café africain se vendrait mieux et le producteur serait encore plus riche que ce qu'on voit aujourd'hui. L'exécution de ce programme pourrait garantir une sécurité alimentaire dans un contexte de réduction des importations et atténuer les perturbations à venir. L'Organisation internationale du commerce estime la récolte africaine de café en hausse de 5,3% en 2018-2019 contre une prévision en baisse de 0,6% à la fin de l'année 2020. La Fédération internationale de football qui avait demandé la suspension du processus électoral ivoirien et la Fédération africaine de football ont lancé une commission conjointe afin d'entendre l'ensemble des acteurs de l'élection de la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Une audition a même lieu jeudi. Le compte-rendu de José Douglas. Une union FIFA-CAF est chargée d'entendre les membres de la commission électorale et du comité d'urgence, ainsi que le président de la FIFA, Sidi Diallo, et son secrétaire général. La FIFA qui avait suspendu le 27 août le processus électoral après le rejet du dossier de Didier Drogba. La FIFA et la Confédération africaine, la CAF, ont entendu le jeudi 3 septembre les acteurs de l'élection. Nous y reviendrons en détail dans une nouvelle édition. Une commission composée de 2 représentants de la FIFA, 2 représentants de la CAF et d'un représentant de la zone UFOAB, Union des fédérations ouest-africaines de football. Vu la crise préélectorale de la Fédération ivoirienne de football,
l'instance internationale, la FIFA, a pris des mesures très strictes et très avantageuses afin d'organiser des élections apaisées et des élections dans le but de la satisfaction du football ivoirien. C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à une commission rattachée à la CAF afin de pallier à ce problème-là et que nous puissions avoir une élection claire, une élection de clarté, une élection paisible afin que la Côte d'Ivoire puisse retrouver les saveurs et les délices du football. Des luttes intestines rongent les relations entre certains protagonistes aux élections. La FIFA a multiplié ses interventions près de la FIF. Rappelons que la commission électorale avait décidé que Didier Drogba ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à cause de nombre insuffisant de parrainage pour présenter sa candidature. En ce qui concerne les conséquences du football ivoirien, nous savons tous que c'est une image très négative. Mais fort est de constater que la Côte d'Ivoire reste et demeure une qualité en matière de formation, une qualité en matière de professionnalisme, dont nous espérons que cela n'ait pas des impacts très négatifs sur l'ensemble du football ivoirien. Et nous espérons qu'il y aura aussi des changements juste après ces élections-là pour que la Côte d'Ivoire soit redécorée au niveau de la symbiose et au niveau de la synergie entre les instances des différents championnats, que ce soit la Première Ligue et les centres de formation. Drogba, qui a porté haut la sélection des éléphants, il a joué 106 matchs et marqué 65 buts. De nombreux anciens partenaires comme Eugène Diomandé, Lifou Yaya et Kolo Touré, Aruna Dindan, ainsi que de nombreuses personnalités ont soutenu sa candidature. En revanche, des anciens joueurs comme Cyril Domoro, Bonaventure Kalou, Mohamed Ouattara soutiennent la candidature d'Idriss Diallo, ancien 3e vice-président de la FIF. Le président de la Ligue, Souri Diabaté, lui, est soutenu par Didier Zokora et Youssef Fofana. Enfin, la Fédération ivoirienne de football n'a toujours pas reçu les fonds Covid-19 octroyés par la FIFA aux associations membres de l'instance dirigeante du football mondial. La FIF avait par lettre demandé des explications sur le fait que toutes les associations membres de la FIFA avaient reçu les fonds Covid-19, sauf l'instance ivoirienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.